L'association de patients Phoenix a fait de la lutte contre la douleur son cheval de bataille. Elle y répond en faisant des visites à l'hôpital, en ayant une ligne d'écoute 24 heures sur 24 et en ayant une permanence d'accueil, en finançant également par exemple des écouteurs de musique, etc. Elle s'est aperçue que la façon dont les patients et aidants parlent de leur maladie à leur entourage pouvait être soit une source de souffrance, soit une source de réconfort dans l'épreuve. Cette vidéo de 15 minutes a pour objet de donner des pistes de réflexion sur quand, comment, avec qui parler de sa maladie. Ces pistes sont le fruit de très nombreux échanges, tables rondes avec des patients et l'analyse des retours de centaines de questionnaires. Il y a une question que l'on peut se poser en premier lieu, c'est pourquoi communiquer? À quoi cela sert-il? Nous avons posé cette question dans le cadre d'un micro-trottoir. Voici ce qui nous a été dit. Moi, je suis pas dans la communication, donc je ne connais pas les codes de la communication. Je les subis. Il n'a pas trop annoncé, au contraire, il a plutôt cherché à le cacher. Pas le cacher, mais bon, il n'avait pas du tout envie ni que les enfants, ni que les petits-enfants soient au courant. Non, il ne voulait même pas qu'ils viennent le voir à l'hôpital. Donc le fait d'en parler, ça nous dégage et ça peut aider les autres à vous aider. Lionel, vous êtes un ancien patient. Comment réagissez-vous à ces propos? Avant de dire comment et quoi communiquer, il faut déterminer pourquoi communiquer. À quoi cela sert-il? On communique pour avoir un soutien moral. Certains patients préfèrent ne pas communiquer leur maladie, d'autres ont besoin de le dire à la terre entière. Mais porter seul sa maladie est parfois très lourd. Et si sa situation de santé s'aggrave, l'entourage n'y est absolument pas préparé et c'est une situation encore plus dure à vivre pour celui-ci. On communique pour informer son entourage. Dans l'enquête que nous avons menée, les proches expriment bien leur sentiment de frustration. On pensait compter pour toi. On communique pour obtenir de l'aide humaine ou matérielle, pour obtenir des conseils, pour comprendre. On communique aussi parce que l'on vit en société et non pas sur une île déserte. Et la nature ayant horreur du vide, si l'on ne communique pas, il y a de fortes chances pour que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Finalement, la nature a horreur du vide. La première personne à qui l'on parle de sa maladie est son aidant. Ce dernier a un rôle, une place prépondérante. Jackie, vous êtes visiteur et vous vous rendez très régulièrement au chevet de patients hospitalisés et de leurs familles. Que pouvez-vous nous dire sur le binôme patient-aidant? L'aidant est un proche, mari, femme, enfant, ami, voisin, qui a un rôle important de soutien. Il partage au quotidien tous les états du malade et souvent souffre avec lui. Ce n'est pas évident. La charge émotionnelle est lourde. L'aidant fait ce qu'il peut, mais quelquefois maladroitement, à cause de son inexpérience ou de la fatigue, par exemple en faisant trop ou pas assez, en révélant trop les baisses de morale, les détails personnels, gênants, intimes. C'est pour cela qu'il vaut mieux en parler assez tôt et se mettre d'accord ensemble, malade et aidant, sur les limites acceptées. Cela concerne les gestes, les mots, ce qui peut être révélé aux autres ou pas. Le malade peut aussi déculpabiliser l'aidant, qui a bien besoin de se reposer. Si le choix de chacun et l'intimité sont respectés, la personne de confiance, en restant positive, pourra mieux partager et aider. Se mettre d'accord, accorder ses violons. Une question revient souvent chez les patients et les aidants. Comment communiquer auprès de ses enfants? Voici les réactions que nous avons recueillies lors du micro-trottoir. Suivant à qui il doit l'annoncer, moi je vous dis, si je dois l'annoncer entre l'annoncer à ma femme et l'annoncer à mes enfants, je n'utiliserai pas les mêmes termes et je dirai certainement pas les mêmes choses. Serge, vous êtes un ancien médecin. Comment réagissez-vous à ces propos? De façon tout à fait artificielle, nous pouvons découper l'approche de l'enfant et de l'adulte jeune en 4 périodes. Entre 5 et 7 ans, les enfants découvrent l'idée de la mort et nous vous recommandons d'être extrêmement prudents dans la façon d'annoncer les choses. On dira par exemple « j'ai une maladie pour laquelle je me soigne ». Entre 7 et 11 ans, l'enfant s'intéresse davantage à l'anatomie. Il est alors plus facile d'évoquer avec lui l'organe malade tout en expliquant comment on le soigne. À l'adolescence, il est possible de considérer le jeune comme un partenaire avec lequel on peut discuter. Enfin, la communication avec l'adulte jeune
nous paraît très importante. En effet, il risque de culpabiliser de la distance qui le sépare du parent malade et il nous paraît évident de les inciter à faire passer leur vie en priorité. Toutes ces réponses sont néanmoins très génériques et bien évidemment, il faut envisager chaque individu au cas par cas et surtout rassurer les enfants sur l'idée de la mort. Il faut donc faire une communication adaptée, mesurée. Permettez-moi une seconde question. Que ce soit à ses enfants ou à son entourage, comment faut-il communiquer? Dans le questionnaire que nous avons reçu, beaucoup s'interrogeaient s'ils devaient dire la vérité sur ce qu'ils devaient dire, comment est-ce qu'ils devaient communiquer, avec quel rythme. J'ai annoncé ma maladie. Faut déjà l'intégrer. Faut écouter ce que son corps vous renvoie. Hein. Il faut l'intégrer, quoi. Et après, bon, j'ai joué franc jeu avec ma famille. J'ai pas essayé de tricher, de raconter des histoires. J'ai dit ce qu'il en était, quoi. Puis j'ai dit bon ben voilà, la situation est là et comme ça. Alors, il est important de dire la vérité. Il faut que la personne soit demandeuse. Nous, on a eu à affronter le cancer d'une de mes tantes. Ma fille m'a demandé qu'est-ce qui va se passer. Je lui ai très clairement demandé qu'est-ce que tu veux entendre. C'est ce que tu as envie qu'il se passe ou est-ce que tu as envie de savoir ce qui va se passer? Ce qui est quand même bien différent. Donc la vérité à tout prix, il faut savoir qui la demande et comment on la demande. C'est pas si simple de... Il faut vraiment décoder. Tout le monde ne se bat pas de la même manière. Si on dit ouais, c'est un cancer ou ça peut être un cancer, tout le monde n'a pas la même force, tout le monde n'a pas la même connaissance. Et la vérité à tout prix, si elle n'est pas demandée, je ne suis pas sûre que ce soit... Moi, je pense qu'à un moment, quand on communique sur ce que l'on a, je parlais de mes proches, on ne peut pas tout dire, ne serait-ce parce qu'il ne faut pas... Je pense à ma mère qui s'inquiète pour tout, qui est une hyper anxieuse. Je ne pourrais pas lui dire quelque chose qui va l'amener à être plus malade que moi. Je prends cet exemple-là, vous voyez. Comparativement, ma compagne ou mon père ou mes enfants seraient certainement plus aptes à écouter et à ne pas se rendre malade de tout ça, quoi. Bien sûr que c'était pas facile. Hein. Mais le but, c'est de faut être vrai, quoi, avec soi-même et avec sa famille. Faut pas rentrer dans des mensonges parce que c'est pas bon ça. On est vrai et puis voilà. Et moi j'ai expérimenté ici être en accord avec son corps, c'est très important. Parce que et ne pas mentir avec son corps. Parce que mon corps, il y a une fois, il me l'a renvoyé et il m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas tricher. On entend souvent les patients parler de leur maladie sans filtre, en annonçant immédiatement le versant le plus pessimiste. Tout le monde a besoin d'un temps d'adaptation et le patient en a rapidement conscience. N'oublions pas que la maladie a un temps et un rythme et qu'il faut savoir dire les informations étape par étape pour préparer ses interlocuteurs. Cela permet de s'adapter à ce qu'ils peuvent supporter et même les préserver. Comme nous avons pu le voir dans ce micro-trottoir, il faut aussi savoir dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et cela nécessite du tact dans la présentation de sa situation. Que cela est difficile de trouver les mots justes, adaptés à chaque personne, les mots dits au bon moment. Cela est d'autant plus compliqué que l'on doit adapter sa communication en fonction de ce que l'on attend de l'autre. Tracy, en tant que patiente, quelle solution aviez-vous trouvé pour répondre à cette difficulté? Être malade est une situation qui peut être vécue difficilement autant pour l'entourage que le malade. Et en tant que malade, expliquer aux autres ce dont on souffre peut s'avérer compliqué, stressant, pénible. Parfois, les mots nous manquent, ou nous en avons marre de parler de la maladie, ou encore nous avons peur de choquer ou mettre mal à l'aise l'autre. C'est pourquoi la personne qui est malade peut avoir au préalable un kit de phrases. Qu'est-ce qu'on entend par un kit de phrases? Ce sont des phrases préparées à l'avance, des phrases où le patient aura déjà réfléchi à ce qu'il allait dire. En d'autres termes, des phrases qui permettront de se comporter ou encore ajuster de manière convenable son comportement en fonction des circonstances et de la personne qui est en face. Parfois, ça ne sert à rien de chercher à en dire long sur ce dont on souffre, car dire beaucoup de choses revient souvent à ne rien dire.
Ce qui est important de se rappeler, c'est que bien souvent, on peut dire beaucoup de choses avec peu de mots. Ce n'est pas évident de parler de sa maladie, mais ce n'est pas évident non plus de parler à une personne malade. Voici des extraits du micro-trottoir. Mais les gens essayaient de m'éviter pendant ma maladie pour ne pas me vexer. Ils changeaient de trottoir parce qu'ils me voyaient amaigri, me voyaient dans un autre monde. Moi, bien sûr, ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce que je me disais, tiens, s'ils m'évitent, c'est que j'ai vraiment un très grave problème. James, vous êtes patient. Ce que l'on vient d'entendre est violent. Comment peut-on remédier à ce risque d'isolement? Effectivement, lorsqu'une personne est malade, cela n'est pas sans effet sur son entourage et son réseau relationnel. En raison de sa maladie, il est difficile de faire les mêmes choses qu'avant, dans son travail, dans ses loisirs, dans ses relations. Et les gens ne savent pas comment réagir face à un patient. Nous avons organisé une table ronde sur ce sujet. Et ce qui est ressorti de l'expérience des patients est celle-ci. Il faut donner les règles du jeu à son entourage pour lui faire savoir comment il peut communiquer et échanger avec nous. Les patients et notre questionnaire nous ont indiqué ces pistes très simples. En disant aux gens qu'ils peuvent téléphoner de telle à telle heure, en envoyant un mail, un SMS, ou encore en indiquant quel jour de la semaine il est possible de faire une visite, mais aussi en appelant l'aidant pour s'assurer de ne pas le déranger. C'est donc à vous d'inventer cette règle du jeu selon vos contraintes. La mettre en place serait un des éléments qui vous éviterait d'être soudainement totalement isolé, socialement. Les règles du jeu sont nécessaires, mais elles ne peuvent pas éviter toutes les maladresses de notre entourage. Dans les réponses des questionnaires, nous avons pu voir à quel point ces maladresses faisaient souffrir le patient et son entourage. Lionel, quel est votre point de vue? Depuis tout à l'heure, on dit et on redit qu'il est compliqué de communiquer avec un patient lorsqu'on est en pleine santé et que l'on ne peut comprendre ou ressentir ce qu'il ressent. Alors, les patients et les aidants doivent accepter cette situation et prendre avec bienveillance leur maladresse. Encouragement parfois stupide, conseils déplacés, incompétence et incompréhension de la maladie, parfois aussi un sentiment d'injustice. Dans les questionnaires, les patients et les aidants insistent pour percevoir les attitudes d'autrui avec bienveillance, un peu à l'image d'une personne handicapée qui entend à longueur de journée des mots ou des attitudes déplacées des personnes qu'elle croise. Il faut accepter ces maladresses, car il n'est pas toujours évident de communiquer avec un patient, et plus largement avec des personnes qui vivent une épreuve difficile. Il est un endroit où parler de sa maladie est très compliqué. C'est le monde du travail. Trop en dire, ne pas assez en dire, comment se positionner. Isabelle, vous êtes avocat, pouvez-vous nous faire des recommandations sur le monde du travail et des assurances? Dans les questionnaires que nous avons fait passer, nous avons recueilli toutes les opinions. Certains ne disaient rien à leurs collègues et à leur employeur, et d'autres, en revanche, disaient tout, voire trop. Et en fonction de la personnalité, du contexte, du type de maladie, du type d'arrêt de travail, l'attitude varie beaucoup. Cependant, nous pouvons dire deux choses principales. Nombre de personnes ont regretté leur communication. Ceux qui avaient gardé un silence intégral avaient parfois énormément souffert de cette situation. Tout à coup, les collègues ne comprenaient plus pourquoi, ils perdaient de l'énergie ou s'emportaient. Ils analysaient ça comme de la démotivation. Et ce surplus de stress n'était pas sans incidence sur le corps et la maladie. Et puis, il y avait ceux qui avaient trop parlé et qui se retrouvaient mis au placard des années encore après leur guérison. Dans ce domaine, nous recommandons vivement d'aller voir la médecine du travail. Le médecin est évidemment soumis au secret professionnel et ses recommandations doivent être respectées par l'employeur. Les employeurs rencontrés nous ont tous dit que l'essentiel pour eux était d'avoir une visibilité sur l'impact probable de la maladie sur le fonctionnement de l'entreprise. À ce problème de relation avec l'entourage professionnel peut s'ajouter un problème de relation avec son assureur. Or, la difficulté des personnes malades à obtenir une assurance pour un emprunt immobilier ou de crédit à la consommation a seulement commencé à être prise en compte en 1991. Depuis, les associations de patients ont beaucoup milité pour améliorer peu à peu cette situation. C'est ainsi qu'une convention AERAS a été signée en juillet 2006 et a ensuite évolué pour parvenir en septembre 2015 à la mise en place d'un droit à l'oubli. AERAS comme s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé.
Ce droit à l'oubli est accessible aux personnes qui ont été atteintes plusieurs années auparavant d'une pathologie cancéreuse ou non, mais chronique. Il permet à ces personnes de ne pas être pénalisées lors de la souscription d'un contrat d'assurance emprunteur et d'accéder plus facilement à un emprunt. Ainsi, il est possible de ne pas déclarer un ancien cancer si ce cancer a été diagnostiqué après l'âge de 18 ans et s'est terminé depuis 10 ans sans qu'aucune rechute n'ait été constatée. Si le cancer a été diagnostiqué avant l'âge de 18 ans et que le protocole thérapeutique est terminé depuis 5 ans, il n'est pas non plus nécessaire de déclarer un ancien cancer si aucune rechute n'a été constatée. Et par ailleurs, la Convention AERAS fixe une liste de pathologies, cancéreuses ou non, mais chroniques, pour lesquelles il est prévu qu'une assurance doit être accordée sans surprime, ni exclusion de garantie, après certains délais adaptés à chacune de ces pathologies. Et il est parfois nécessaire de le rappeler à son assureur. A contrario, il est un endroit où il est simple de parler de sa maladie. C'est au sein des associations. Voici un micro-trottoir. Bien sûr qu'une association peut apporter des informations puis un soutien. Hein. Ne pas... faut communiquer avec des gens, il ne faut pas trop se renfermer sur soi. Quoi. Parce que plus on se renferme, plus on va cogiter. Et est-ce que le témoignage et l'aide par des gens qui ont passé par des chemins un peu semblables aux tiens, ça peut t'aider, quoi. Alors après, je ne me fie pas à ma propre expérience, mais globalement, par rapport aux personnes quelques personnes que je connais qui ont des maladies graves, c'est ce qu'ils ont fait. Ne pas rester seul et combattre, entre guillemets, ensemble. C'est plus facile. Et je pense que c'est une voie sur laquelle je m'orienterai. Dirk, vous êtes président de l'association Phoenix, association de greffés. Les associations ont-elles un rôle pour aider les patients? Nous insistons pour que chaque patient ait le droit à une écoute personnelle. C'est précisément pour cette raison qu'il peut être particulièrement enrichissant de parler de sa maladie avec d'autres patients. Des associations de patients existent pour un grand nombre de pathologies. Elles sont importantes parce qu'elles sont le lieu d'une communication plus simple. Échanger avec des personnes ayant le même parcours de soins, avec également des doutes et des peurs, fait que l'association Phoenix est un lieu de rencontre et de partage d'expériences où la parole reste libre. On n'est pas nécessairement malade toute sa vie, et même si des difficultés persistent, souvent on peut reprendre une vie normale. Mais comment peut-on le dire à notre entourage? James, pouvez-vous nous en dire un mot? Communiquer, c'est aussi prévoir l'après-maladie dans la mesure du possible. Il faut savoir indiquer aux gens la fin de l'épreuve que l'on a passée. Cela permet d'éviter de donner l'impression que la maladie est éternelle. Les gens sont saturés de mauvaises nouvelles nous concernant. Il faut les rassurer, les aider aussi à savoir tourner la page. La maladie donne un énorme coup de frein à notre vie de tous les jours. Arrêt d'activités professionnelles, des activités sportives et associatives, familiales, les sorties, etc. Après la guérison plus ou moins totale, le redémarrage de toutes ces activités reprendront au rythme de chacun. Oubliez les hôpitaux pour reprendre une vie sociale là où nous l'avons laissée. Montrer de nouveau qui nous sommes malgré les séquelles qui nous sont gravées en nous. Pour conclure cette vidéo, voici une question un peu provoque. Est-il vrai que dans tout malheur peut naître un bien? Tracy, qu'en pensez-vous? Lorsque l'on est submergé par la maladie qui se présente bien souvent comme étant une épreuve, les différents sentiments qui peuvent nous traverser rendent très difficile de percevoir un sens positif à cette épreuve. Elle signifie différentes choses en fonction des différentes représentations que nous lui donnons, mais le sens négatif que nous donnons à la maladie reste prépondérant. Pourtant, lorsque l'on interroge les patients et aidants sur la maladie en leur demandant « Qu'est-ce que la maladie a révélé pour vous ?», ils en présentent finalement avec du recul un côté souvent positif. Au final, il faut se rappeler que l'épreuve apporte aussi du bon. Par exemple, la maladie renforce les liens familiaux et amicaux ou permet de découvrir la force et le courage qui nous animent en tant qu'individus malades. Car ce qui nous reste, c'est d'accepter l'épreuve car nous ne pouvons rien y changer. Cette vidéo s'achève sur ces pistes que nous vous soumettons pour que parler de votre maladie soit pour vous un soutien et non une souffrance. Nos pistes, nous vous les rappelons à présent. Prenez-les pour vous, faites-en quelque chose. Vous verrez, nous espérons qu'elles seront une aide précieuse pour vous.